sourire. Voilà, donc au moment jusqu'au sourire, il y a eu un déplacement par rapport à N0 du marqueur buccal qui est à la condition des lèvres. Donc il y a eu un déplacement de ce petit delta-là, et il se traduit sur la courbe de déplacement du marqueur par ces 3 deltas. Donc c'est cette variation-là du marqueur qui signe le mouvement et qui va nous permettre de savoir avec quelle intensité une personne est capable de contracter. Là c'est les zygomatiques, mais ça se teste sur les autres mouvements. Donc on cite des marqueurs spéciaux pour chaque mouvement. On continue sur le zygomatique, là c'est probant. On voit que les marqueurs buccaux sont ceux qui bougent le plus au cours du mouvement par rapport au modèle qu'on vous a montré avant. On voit également qu'il y a les joues, ce qui est logique, on sourit au maximum. Et on voit qu'également il y a d'autres mouvements. Mais là c'est significatif, on voit les 4 marqueurs qui bougent le plus. Donc pour chaque mouvement, on va étudier cela, les marqueurs qui. Enfin, on cible les marqueurs qui signent le mouvement. Les F0 et F2, c'est frontal. Ouais. Et donc cette personne n'animait pas son front quand elle souriait. Non. C'est le sourire de Duchenne, c'est le sourire non émotionnel. C'est sur l'hypocrite. C'est forcé. Une autre chose qui nous intéresse, surtout dans la perspective des gens qui auront une paralysie faciale périphérique, c'est les indices de symétrie. Donc pour chaque mouvement, on va le définir en montrant le frontal. On va regarder les marqueurs frontaux qui signent le mouvement frontal qui est de relever les sourcils. On va prendre le déplacement du frontal à droite contre le déplacement du frontal à gauche. Et on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Là, on est chez des gens sains, on voit que personne n'est pareil des deux côtés, ce qui est normal. On voit que globalement, chez une personne saine, exempte de pathologie, on est à 80% quand même. On est au moins à 80%. Bon, il y a le buccinateur, mais c'est un mouvement un peu particulier où des fois le marqueur se perd sur la 3D. Globalement, voilà, on a 80% chez une personne saine. Le processus est très dur de définir un indice de symétrie puisque c'est des marqueurs qui sont dans l'axe. Enfin, dernière observation, c'est la routine clinique. Donc entre mars et mai, on a divisé le temps de pose des marqueurs par 3. Ça dure 1h30, on en a une demi-heure, c'est dur de faire moins si on veut rester précis tout de même. La séance totale, c'est-à-dire avec la pose des marqueurs, le casque, le temps que le patient arrive, etc. On est passé de 2 heures à un peu moins d'1 heure, donc ça on est content. Par contre, le traitement des données, c'est pas les traitements de données MATLAB, c'est le traitement des données vidéo avec le logiciel qui est fourni par le casque, qui est indispensable pour extraire des données en 3D. On a beaucoup de mal à faire mieux que 1h10. On est en contact avec le fabricant pour essayer de trouver une solution et gagner du temps. Parce qu'au total, on est passé de 3h20 à 1h40, mais 1h40, à cause de ce traitement de données, c'est encore un peu. Merci beaucoup. Je remercie aussi Marina qui est arrivée, qui est là et qui t'a, je crois, pas mal aidé depuis quelques temps. C'est assez démonstratif. Une question pour nous. Déjà, bravo. C'est une somme de travail très impressionnante en un temps très court. Et ce sera d'autant plus impressionnant en juin. Et dans le cadre d'un Master 2, ça va encore plus. Donc, bravo. Je voulais savoir, là tu nous as dit que tu étais à peu près à 4 mm, 4 à 6 mm d'erreur sur le placement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est acceptable, cette marge d'erreur, cette marge de changement pour utiliser cet outil dans le suivi de traitement rééducatif de paralysie faciale? En fait, je pense qu'on pourra pas faire moins de 3, pas seulement dû à la pause, mais dû au marqueur numérique qui fait 3 mm. Donc, et au moment où le système de repère ne prend pas forcément le compte au niveau du marqueur. On a cette marge d'erreur qui est inhérente au matériel. Donc si on peut s'approcher de 3, c'est encore mieux. Mais je pense que là, on a fait un... Et alors justement, corollaire, est-ce que vous avez essayé de faire des marqueurs de 2 mm? En fait, on commande au fabricant 3 mm et on se trouve avec des marqueurs qui vont de 2 à 5 mm. Ah ouais, Donc il faut faire attention à ce qu'on prend. Voilà. Et du coup, tu penses que ce 3 mm dans le suivi rééducatif, c'est quelque chose... Je pense que ce sera significatif ou non quand il y aura une inclusion de patients vous n'avez pas pris en patient en appui paralysie périph juste pour tester, pour voir et se dire il y a d'ailleurs tel déplacement, tel déplacement, tel déplacement, et donc on aurait besoin d'avoir ça. Là pour l'instant, on s'assure simplement que ça fonctionne, qu'on a les données qui sont un peu significatives. On a une grosse base de données du mouvement sain.
Et on verra en septembre, enfin pas moi, mais on verra en septembre ce que ça donne avec un patient parésie. Ce qui est certain, c'est que la fiabilité que tu montres, elle est déjà largement suffisante pour quantifier la parésie au sens asymétrique par rapport au sujet, au côté sain, ça c'est extrêmement clair. Effectivement, dans le suivi d'une rééducation, ça va être limite, puisque les progressions vont être millimètre par millimètre, peut-être. Et c'est là qu'il faudra être le plus précis possible, puisque un sujet par rapport à lui-même, c'est la fameuse situation de l'homogénéité des données, et donc sur ton coefficient de corrélation intraclasse par exemple, tu vas trouver une fiabilité pauvre, parce qu'en fait le sujet, comme il est le même que le visage d'avant, mais bon, c'est inhérent au problème, il faut quand même essayer. Si je peux me permettre, on est en train de réfléchir à une autre solution, effectivement, pour essayer de plaquer une image sur le visage et pouvoir avoir en laser les endroits où on a posé la fois d'avant, pour essayer d'avoir quelque chose d'encore plus précis, quoi. Donc on est en train de réfléchir avec des gens de biométrie, de l'IPEC, sur effectivement un système qui pourrait essayer de s'affranchir au maximum des erreurs de pose. Parce qu'effectivement, mais du coup, qui permettrait aussi de replacer le casque exactement de la même manière. Parce que ce casque, c'est surtout inhérent au casque. Non, parce que le casque, on s'en affranchit finalement. Avec le changement de repère, on a plus ce problème-là. Le problème, c'est effectivement, c'est l'erreur humaine de poser le détecteur, le marqueur. Attends, il faut que tu poses ta tête sur un, comme chez l'ophtalmo, là, sur un sol. C'est ça, exactement. Ensuite, tu projettes un laser précis. On va avoir une image d'avant et savoir exactement ce qu'on a posé avant. Et les lasers à 25, vous avez 25 lasers là, en biométrie? Non, mais on est en train de réfléchir à une façon.